Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Télé 7 et surtout à votre émission, le journal de la rédaction. Nous revenons avec des sujets qui ont fait l'actualité de la semaine. Vous le savez, la guerre à l'est de notre pays, mais aussi aujourd'hui l'élection du Rwanda en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies était parmi les sujets qui ont défrayé la chronique. Et pour ce faire, le gouvernement ratisse large avec le Premier ministre qui était en Europe, le président de l'Assemblée nationale au Canada et le chef de l'État italien en Afrique du Sud. Voilà, qu'est-ce que toutes ces randonnées diplomatiques peuvent apporter devant la situation actuelle? C'est ce que nous allons tenter d'analyser au cours de cette émission. Nous reviendrons également sur le procès Chebeya avec l'arrêt de la haute cour militaire sur la demande de partie civile de pouvoir transformer le général John Numbi en prévenu et non pas comme un simple renseignant dans cette affaire. Et nous allons finir avec cette crise au sein de l'opposition politique avec le groupe qu'on appelait à un moment donné les forces acquises au changement qui se déchirent. Ses membres s'entreaccusent et même se dénigrent en public. Voilà l'image que donne l'opposition à la République démocratique du Congo. Nous allons revenir au cours de cette émission qui reçoit pour vous ce soir. Nous avons au fond bienvenue Mariba Koumania du groupe de presse Le Potentiel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Charlie. Et de l'autre côté, nous avons Joachim Diana du journal La Colombe. Bonsoir. Bonsoir. Joël Kade Ndanga du journal Impact News. Bonsoir. Bonsoir, confrère. Et nous avons à nos côtés Serge Kabongo de CCTV. Bonsoir. Bonsoir Charlie. Alors, bonsoir à vous tous qui suivez. Bienvenue, nous ouvrons avec vous. Les chefs de l'État en Afrique du Sud ont obtenu en tout cas le soutien de la SADC, mais aussi du président Jacob Zuma par rapport à la crise de l'Est de notre pays, mais également le Premier ministre qui s'est rendu en Occident et les chefs... J'allais parler du président de l'Assemblée nationale qui était pour ce qui le concerne au Canada. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toute cette tournée diplomatique des membres du gouvernement et des institutions de la République en général? Bon, le chef de l'État est parti pour la commission mixte RDC-Afrique du Sud, ce qui est tout à fait normal. Et les résultats que le chef de l'État a obtenus sont encourageants à mon sens, parce qu'il y a des contrats intéressants qui ont été signés avec les Sud-Africains, des contrats qui peuvent aider le pays à se développer, des contrats qui vont dans l'intérêt de la République, dans l'intérêt de la nation, notamment en ce qui concerne le barrage hydroélectrique Dinga 3. Tandis que le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, je me dis au Canada, le président de l'Assemblée nationale est parti faire exactement quoi? Les retombées sur le plan diplomatique ou même économique, même sur le plan politique, j'ai du mal à les évaluer, tout comme le Premier ministre qui a été en Allemagne, qui a été en Belgique et qui a suspendu, qui a plutôt écarté l'étape de la France pour des raisons visiblement évidentes. C'est dire que c'était une tournée pour moi qui n'a pas rapporté à la République ce que l'on pouvait bien s'attendre. Il y avait des émissaires belges ici pendant la francophonie, le vice-premier ministre Didier Reynders. Qu'est-ce qu'on ne se serait pas dit avec lui qu'on est parti dire au Premier ministre Dupio, Elio Di Rupo, quelques jours après. Je me dis, c'est une tournée, à mon sens, qui ne valait pas, l'opportunité ne se justifie pas. Et déjà, l'étape de France qui a été annulée, pour moi, c'était une bonne chose parce que je me disais, quelle mouche l'a donc piqué d'aller en France pendant cette période où l'on sent que les Français ne portent pas le gouvernement qui est en place, je vais dire le régime. Donc un homme réaliste sur le plan diplomatique, ce n'est pas le moment indiqué pour parler, aller en visite et espérer avoir le tapis rouge en France. Voilà, Serge, le Premier ministre, a déclaré que l'agression rwandaise, comme les chefs de l'État un peu, que c'était juste un secret de polichinelle. Le Rwanda est connu comme aujourd'hui celui qui agresse la République démocratique du Congo à travers son soutien, une fois de plus, démontré par le rapport final des experts des Nations Unies. Et
Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette tournée du Premier ministre? Est-ce que sur le plan diplomatique, il y a eu quand même un impact par rapport à la situation congolaise? Moi je comprends, je fais deux lectures, Charlie. La première, c'est que finalement, le gouvernement nous donne raison. Matata Ponyo et l'Assemblée de son gouvernement confirment que ces conflits, cette agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais ne trouvera pas solution au niveau des CRGL. Ce qui est bienvenu, et moi, nous l'avions déjà dit sur ces plateaux, et personne ne voulait nous croire sur ces plateaux. Et je crois que les événements aujourd'hui nous donnent vraiment raison. Parce qu'on a tenté qu'à Pala 1, 2, 3, 4, nous sommes allés au niveau même de l'Assemblée générale, le mini-sommet, ça n'a pas marché. Nous avions proposé sur ces plateaux, je me rappelle, un lobbying pour que l'affaire du Congo soit portée au niveau des grandes capitales du monde. Le gouvernement a traîné les pieds et se réveille tardivement après avoir constaté l'échec au niveau de l'Ouganda avec la CRGL. Et voilà que le gouvernement se réveille. On voit les premiers ministres en Belgique. Bienvenue l'a rappelé si bien ici. M. Reinders était en RDC. D'ailleurs, Reinders était au mini-sommet en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Reinders pendant ces mini-sommets? Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit à Reinders pendant son séjour aux activités de la francophonie ici, qu'on aurait dire aujourd'hui à Reinders? Je ne vois pas cette opportunité-là. Vous avez même vu que le Premier ministre belge avait boycotté ces assises de la francophonie. Pour lui, il s'en tient à sa position quand il dit qu'il y a eu beaucoup de choses qui pèsent sur ces régimes, notamment par rapport aux élections. Et je ne vois pas qu'est-ce que monsieur le Premier ministre Matata Ponyo va aller tirer en termes de gains pour la fin de la guerre à l'est du pays. La France, n'en parlons pas, même l'Allemagne, vous avez suivi. C'est pourquoi vous voulez conclure que ça n'a pas porté, et donc on ne peut pas espérer quelque chose de cette tournée? En tout cas, je ne crois pas, dans la mesure où Reinders nous a accompagnés. Vous avez même vu l'attitude de la Belgique pendant l'élection du Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Le Rwanda, au lieu de voter contre, les Rwandais s'est abstenu. La Belgique, excusez-moi, la Belgique s'est abstenue. Je comprends que l'élection du Rwanda ne faisait l'objet d'aucun doute, d'autant plus que le Rwanda était l'unique pays candidat pour ces postes réservés à l'Afrique de l'Est. Je comprends, mais on aurait pu constater le soutien de la Belgique à la République démocratique du Congo de par son vote. En votant par exemple, non, mais la Belgique s'est abstenue. Donc je comprends ici que ni la France, ni les États-Unis, ni même le Canada qui est venu cracher sur nous. Vous le savez, Diane l'a rappelé lors d'une émission avec cette histoire de contrat avec First Quantum, et que tous ces pays-là ne portent pas à cœur la République démocratique du Congo. Le mieux serait d'organiser notre armée, d'organiser notre service de sécurité et de chercher comment faire face à l'agresseur rwandais. C'est vrai qu'il y a l'embargo d'armes qui pèse contre la République démocratique du Congo. Ça, c'est encore... Oui, il y a l'embargo, non? Il y a l'embargo. Il y a l'embargo. Il y a l'embargo. Je vais terminer rapidement. Je vais terminer rapidement, Charlie. Il y a l'embargo. Je sais qu'il y a l'embargo. Je sais qu'il y a l'embargo d'armes qui pèse. Bienvenue, je vais rapidement citer. Il y a l'embargo d'armes qui pèse sur la République démocratique du Congo, mais on n'a pas interdit au pays de Joseph Kabila, au pays de Lumumba, d'entretenir des relations militaires et des rapports militaires avec d'autres pays. Organisons notre armée, organisons nos services de sécurité. Il ne faudrait pas que les services de sécurité soient là pour traquer Jekme Chabani, pour traquer Diomi, pour traquer Serge, mais que l'on organise nos services de sécurité, que l'on organise notre armée pour pouvoir faire face à l'agresseur rwandais. Merci. Alors, Joël Kadé, Ndanga, aujourd'hui, notre pays se trouve dans une situation difficile. Le Rwanda et l'Ouganda qui pilotent presque la CIRGL aujourd'hui, parce que le président Museveni, qui reçoit généralement toutes ces assises-là de la CIRGL dans son pays, est nommément cité, en fait pas lui-même, mais son pays est accusé par un rapport des Nations Unies qui dit qu'il apporte son soutien au mouvement du M23 qui s'est mué à un groupe militaire appelé Armée révolutionnaire du Congo.
pendant ce temps, le Rwanda, lui, a été gratifié en entrant plutôt au Conseil des Nations Unies comme un membre non permanent. Est-ce que vous pensez que tout ce qui se fait là, avec la tournée du Premier ministre, ça démontre finalement que le rapport de force peut être en notre faveur? Je n'aimerais pas d'abord que l'on puisse lier la tournée du Premier ministre ou celle du président de l'Assemblée nationale uniquement à la question de la guerre. C'est un pays qui doit vivre, et parce qu'un pays doit vivre, il doit en conséquence entretenir de bons rapports avec tous les pays du monde. Et ce rapport-là doit être circonscrit en économique, dans les finances, on a les investissements, on a besoin de convaincre les investisseurs de ces pays-là de venir chez nous. On a besoin de leur expliquer que la situation telle que vous la suivez à la télévision, à la radio, c'est dans certains coins, et que sur l'ensemble du territoire national, il y a la paix. Donc il ne faudrait pas, lorsque nous n'avons qu'un seul regard, tourné juste dans l'angle de la guerre, nous pouvons considérer que les déplacements des Matata, les déplacements du président de l'Assemblée nationale au Canada, en Europe, et éventuellement aussi celle du chef de l'État en Afrique du Sud, ça peut être des déplacements inutiles. Mais je crois qu'il faudrait que nous puissions élargir l'espace de déplacement des dirigeants de notre gouvernement par rapport, n'est-ce pas, à d'autres questions liées à la survie d'un État. Qu'à cela ne tienne, vous avez dit tantôt en ce qui concerne la guerre dans l'est de la RDC, en effet, il faudrait que la RDC, au point où nous sommes arrivés, puisse reconsidérer tout ce que l'on a cherché de tout ce temps ici, que l'on qualifie d'abord au niveau des Nations Unies de la guerre que connaît notre pays depuis 1996, qu'il s'agit d'une agression. Et cela, nous sommes en train de tendre. Et pour que cela soit accepté, il faudrait que notre leadership accepte de mener une diplomatie de pointe pour faire entendre ça au niveau des nations. Tant que le Rwanda n'est pas encore reconnu pays agresseur, parce que tant que l'Ouganda n'est pas encore reconnu pays agresseur, tant que le Burundi à l'époque n'est pas encore connu pays agresseur, donc il est impossible, mon frère, que nous puissions obtenir gain de cause, quelles que soient les tractations qu'on peut mener, quel que soit ce que nous pouvons, parce que c'est au niveau où le Rwanda est déclaré, au niveau est qualifié bien sûr par le Conseil de sécurité, parce que c'est l'organe habilité pour qualifier un État qu'il est agresseur. S'il est qualifié ainsi, alors on donne mandat, n'est-ce pas, aux Nations Unies pour riposter. Parce qu'à un agresseur, on ne négocie pas. Avec un agresseur, on ne met pas en place une force neutre. Avec un agresseur, on ne pouvait pas l'admettre au Conseil de sécurité, parce que la mission des Nations Unies, l'objectif principal, c'est la recherche de la paix et de la guerre. Un pays qui ne concourt pas à la stabilisation dans une région ne pouvait pas non plus être agréé pour être voté comme membre du Conseil de sécurité, quoique non permanent. Oui. Parce qu'en étant là-bas, il va participer au vote, et je crois que nous sommes jusqu'à preuve du contraire dans une position de faiblesse. Merci. Alors, on finit avec vous cette question. Aujourd'hui, d'ailleurs, le Premier ministre britannique, le potentiel l'a écrit vendredi, David Cameron est très en difficulté avec son opposition, qui dénonce justement le fait que le Rwanda ait décidé de requalifier l'aide publique qu'il accorde au gouvernement rwandais. Devant cela, est-ce que tout ce tableau, lorsqu'on regarde les agissements de tout ce pays, notamment les grandes puissances par rapport à la République démocratique du Congo, on peut se dire aujourd'hui que nous connaissons finalement ce que les autres pensent de nous, et nous avons la capacité aussi de nous comporter en conséquence? Oui, mais écoutez, le fait d'ailleurs de tout réduire la politique de l'ONU à la RDC, tout réunir à la RDC, je crois que cela, c'est faire fausse route. Cela, sur ce point-là, je peux accepter, comprendre l'une des réponses que le Premier ministre Matata a donné, dit non, mais le fait que les Rwandais soient au Conseil de sécurité, ce n'est pas un échec de la RDC, mais c'est l'échec de l'ONU lui-même. Et là, je pense que c'était très pertinent, parce que comment voulez-vous que le Rwanda est accusé par l'ONU, 2 rapports de suite, et dans ces 2 rapports, le Conseil de sécurité dit que le Rwanda démarre, le Conseil de sécurité dit non, nous sommes solidaires, et ce que les experts ont dit, c'est vrai. Et le même Conseil de sécurité l'accepte au Conseil de sécurité sur l'échec de l'ONU. Donc nous devons voir la politique de l'ONU
en général. Voyons l'ONU, comment l'ONU se comporte en Israël. Voyez comment l'ONU se comporte ainsi ailleurs. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens ont demandé à ce qu'il y ait réforme de l'ONU, parce que l'ONU ne répond plus aux exigences de paix, de tout cela. Et d'ailleurs aussi, c'est cela. Le Rwanda ne devrait même pas donner de force dans les missions de maintien de la paix. Bon, lorsque j'apprends ici, sinon pendant plusieurs émissions, on dit non, le gouvernement, il y en a un, le très grand tenant de cette thèse n'est pas ici aujourd'hui, mais qui dit toujours Matata devrait être là, et tel autre devrait être là, il ne devrait même pas être. Et au moment qu'il sortent, ses alliés sur ce plateau estiment que c'était pour rien qu'il était parti. C'était pour rien qu'il était parti. Or, vous savez, à un moment, on demande qu'il faut abattre partout. Et puis, les relations, lorsqu'un Premier ministre se déplace, va à l'extérieur, ce n'est pas seulement pour aller parler guerre. Ce n'est pas seulement pour... Il y a économie, il y a la tout ça. priorité, Ce n'est pas parce que l'économie, Reinders s'est passé ici que tout est fini avec... Reinders s'est fait avec lui tous les opérateurs économiques qui peuvent signer des contrats avec la RDC. Reinders a eu combien de temps ici pendant le 4 jours de la francophonie pour... Non, il y a un moment, le Premier ministre, le Président peut se déplacer pour prendre des contacts, pour mobiliser les gens. Le confrère là a dit, je ne veux pas trop y retarder. Mais on peut constater cependant que le gouvernement, la diplomatie parlementaire revient à la rescousse d'une diplomatie que nous, à la colonne, nous avions un peu qualifiée de la diplomatie minimum de Raymond Tchibanda. Parce qu'en fait, il a fait la diplomatie minimum juste par rapport à la guerre. Or, la guerre étant une situation, il fallait tout. Il n'y a pas une véritable diplomatie politique. Il n'y a pas... Donc, nous pensons que maintenant, avec le président de l'Assemblée nationale, il va amener la dimension politique. Ils se sont rêvés. En fait, qu'il y ait le Premier ministre peut amener la diplomatie économique, ainsi de suite. Ça peut compenser cette diplomatie minimum de Raymond Tchibanda. Alors, est-ce que vous pensez que par rapport, il y a le ministre Mende qui a également organisé une conférence de presse pour dénoncer un lynchage médiatique contre la République ou contre les institutions de la République, c'est cela. Alors, est-ce que vous pensez que cette tournée du Premier ministre peut aussi avoir des effets pour atténuer plus ou moins tout ce que ce média international distille à longueur de journée contre la République démocratique? Oui, mais tout à fait. Sur le plan politique, on peut l'expliquer. Nous, en tant que professionnels, nous pouvons conclure qu'effectivement le ministre de médias a raison. C'est un lynchage médiatique. Comment voulez-vous qu'une information vieille de plusieurs mois, vous lui donnez le traitement des scoops? Le fameux pour Milambo. Mais il y a longtemps qu'on en parle avec le film de Thierry Michel. Mais pour moi, RFI le ramène à un certain moment, lui donne le traitement d'exclusivité, traitement de scoop. Est-ce que vous pensez que ça, c'est de bonne foi? Et lorsqu'on va plus loin, on constate que le Milambo n'est pas Milambo. N'est pas le vrai Milambo. Jusque-là, parce que nous sommes aussi professionnels. Oui. Aujourd'hui, si moi, Diana, je voudrais témoigner, la crédibilité de mon témoignage, ce sera mon visage. C'était vraiment Diana qui a parlé. Mais lorsqu'on me couvre le visage, comme si mon visage posait problème, il y a un problème. Lorsqu'on transforme, on voit comment on transformait les témoins qui témoignaient contre Jean-Pierre Bemba. On a raison parce que ces gens-là ont peur pour leur vie et ils sont là. Mais quelqu'un qui témoigne, donc on veut que son témoignage ait de crédibilité. On couvre le visage professionnellement. N'épuisez pas encore toutes vos cartouches. On revient sur l'affaire, le procès chez Beya. Justement, c'est ça la question que nous allons maintenant aborder. Voilà, au courant de la semaine, on l'attendait et cette question a fait couler beaucoup d'encre de salive. C'était même, on le disait, l'une des conditions au niveau des assises de la francophonie. Les juges, Serge, ça je commence avec vous, les juges de la haute cour militaire se sont réunis et ont répondu à cette demande de partie civile de pouvoir transformer le général John Numbi en prévenu. Mais finalement, la Cour a dit non et qu'elle n'était pas compétente pour ce faire. Ben, écoutez, le verdict de la Haute Cour, personnellement, ça ne me surprend pas. Hein. Je m'y attendais déjà. Je ne voyais rien de grave, rien de spécial. Je ne pensais même pas un seul instant. J'ai même dit ça dans ma rédaction à CCTV, qu'il ne faudrait pas être dupe parce que je ne voyais pas ces gens-là vouloir faire tout pour que Numbi soit inculpé.
tout ce que moi je commence à comprendre dans cette affaire, c'est que Numbi est réellement le général. Je ne sais pas si aujourd'hui il n'est pas inculpé, mais qu'est-ce que le régime doit faire? Numbi doit récupérer son poste parce que la justice l'a blanchi et il n'est pas concerné ni de près ni de loin. Alors moi je me dis que si on est vraiment démocrate, que Numbi regagne son poste d'inspecteur général de la police. Là au moins on saura que voilà, on s'incline devant la justice, le monsieur a été mis à la disposition de la justice l'a blanchi, il récupère son poste. Il n'est pas dit que parce qu'il a été soupçonné et que d'office il va perdre son poste. Ça c'est le premier aspect des choses. Maintenant j'en viens au procès. Vous savez, la justice dans ces pays, Diane l'a toujours dit, quand quelqu'un accuse, il a déjà sa victime et il veut que ça soit cette victime-là qui soit condamnée. C'est vrai que parfois les décisions de la justice ne peuvent pas mettre tout le monde d'accord, mais certainement nous devons comprendre que Numbi aurait pu aider cette justice en acceptant, même pas Numbi, même les chefs de l'État auraient pu aider la justice en déchargeant Numbi de toutes ses fonctions et en nommant ne fût-ce qu'un autre officier général pour traiter cette cause. Numbi, vous avez été ligé, alors dites-nous au moins qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là, vous étiez où? Numbi devrait comparaître et une fois blanchi, ça aurait facilité la procédure. Merci. On a vu des tergiversations jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les organismes de défense des droits de l'homme sont prêts à quitter même ces procès pour aller au niveau des instances internationales. Parce que vous savez, dans cette question, il ne s'agit pas simplement de meurtre ou d'assassinat, il s'agit aussi de torture. Et en matière de torture, il y a une compétence internationale. Mais ne soyez pas surpris demain, parce que moi je me dis, dans ces pays, au lieu de blanchir la République, on veut clouer la République pour blanchir les individus. Mais ne soyons pas surpris demain ou après-demain. Et voilà, quand par exemple la justice belge va se saisir de cette question, et vous allez dire que, écoutez, la Belgique veut avoir des problèmes sur les dirigeants congolais. Ça, c'est notre problème. Maintenant, j'en viens au témoignage. Quand le ministre Mende, il commence à dire que celui qui a témoigné là, ce n'est pas Milamboué bégayé. Je suis en train de parler sur ce plateau. Il y a ma famille qui m'écoute à la maison, qui me suit à la maison. Moi, dans toute notre famille, on bégaye, mais depuis que j'ai commencé à analyser les faits sur ce plateau, vous ne m'avez nulle part remarqué en train de bégayer. Donc, chez nous, on est, dans toute la famille, on bégaye. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que si c'est Mende qui montre la famille de Milamboué au Katanga, ça veut dire que cette famille-là est la vraie famille. Qui ne dit pas que c'est une vraie fausse famille de Milamboué. Mais si c'est Milamboué qui passe sur RFI, on dit que ce n'est pas le vrai Milamboué. Et maintenant, moi je dis ceci, que ce soit Milamboué ou pas Milamboué. Mais pourquoi quand RFI parle, ça pose problème? Pourquoi un ministre de la République s'élève pour s'attaquer à un média comme la RFI? Et il se dit, ben écoutez, il peut répondre coup pour coup contre RFI, mais je ne vois pas quand même de se rabaisser jusqu'au niveau de RFI. Merci, mais merci. Vous avez une seconde, allez. Oui, je vais terminer, Charlie, vous risquez de me couper là. Quand le ministre Mende dit que, écoutez, nous ne savons pas là où se trouve M. Milamboué, sa famille demande que RFI montre là où se trouve M. Milamboué. Donc, la famille accepte que oui, nous avons un frère à nous qui est assassin, qui a tué et que nous demandons à RFI de nous montrer là où il se trouve. Est-ce que vous avez déjà vu une famille dire que nous acceptons qu'on a un frère qui a tué, qui est condamné à mort, qui vient faire la prison dans ces pays? Je me demande, je raisonne maintenant dans l'absurde, raisonnons même dans le contraire. Si la famille, depuis tout ce temps, on cherchait Milamboué, on n'a pas vu cette famille passer sur les zones de la RTNC. Nous savons les méthodes de ces régimes, comment les régimes, s'ils ne soudoient pas, les régimes menacent. On a vu ça avec la famille de Armatungulu. Ça ne nous surprend pas, Charlie. On est quand même des journalistes. Très bien, merci Serge. Alors, Joël, qu'est-ce que vous pensez de la décision de la Haute Cour militaire qui a justement voulu... D'abord, je veux préciser que la Cour, l'arrêt là, c'était pour répondre à un arrêt avant dire droit, qui demandait de répondre à la demande, à une requête des partis civils qui voulait obtenir que le général John Numbi ne soit plus entendu comme un simple renseignant, mais plutôt comme un prévenu parce qu'il y avait des charges qu'ils estimaient mettre sur lui.
Et aujourd'hui, la Haute Cour, sur le plan de la procédure, dit non. La Cour n'a pas la compétence de changer le statut d'un prévenu. Il faut rentrer au niveau du ministère public qui est l'auditorat supérieur de l'armée. Alors, devant tout cela, il y a une difficulté juridique et même des procédures, mais quand même, dans l'opinion, apparemment, la décision n'a pas été bien acceptée. Est-ce que, comment on peut arriver à faire comprendre aujourd'hui à la population le sens de cette décision judiciaire? C'est difficile de faire comprendre à l'opinion le sens de ces décisions judiciaires parce que d'abord les décisions judiciaires sont opposables à tous. Oui. Elles ne sont pas, et surtout qu'il s'agit des décisions de la haute cour militaire. Voilà. Donc c'est la sommité de la justice militaire. Il n'y en a pas une autre au-dessus de celle-là pour dire autre chose. Ça c'est de un. Mais là où je trouve que les choses ne marchent pas très bien, c'est les silences suspicieux de l'autorité ayant suspendu le général John Numbi. La suspension court pendant 3 mois. Voilà. Et dans les 3 mois, lorsque la justice n'a pas établi la culpabilité de la personne, parce que la motivation de la décision de la suspension du général John Numbi était pour permettre à la justice de mener les enquêtes en toute liberté. Les enquêtes ont été menées, on a porter le problème, l'affaire devant l'auditorat militaire et l'affaire a été jugée. Et lorsque l'affaire est jugée, ce que l'opinion devait attendre, c'est qu'on remette John Numbi dans ses fonctions. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'est pas remis dans ses fonctions. Non. La partie civile demande qu'il soit transformé des renseignants en prévenus. Et la justice refuse. Et cette cacophonie-là, et non, au lieu... Attendez, il faut préciser, la justice ne refuse pas, mais la haute cour dit que sur le plan de la procédure, elle n'a pas compétence. C'est ce que je dis, c'est normal. Oui. C'est-à-dire, l'opinion comprendra que la justice a refusé. Oui. Je parle comme monsieur tout le monde. Voilà. Donc l'opinion estime que la justice a refusé. Mais pendant ce temps-là, qu'il y a ces petits tohu-bohu, il y a un ministre de médias qui se fait passer pour un défenseur. Donc, le gouvernement, au lieu d'agir en rétablissant le général John Numbi, dont aussi l'honneur, s'il vous plaît, est aussi sali, dont la réputation est aussi salie, parce que c'est un homme, qu'on le veuille ou non. Si alors il n'est pas coupable, si alors il ne peut pas être prévenu, la moindre de choses qu'on puisse faire à son honneur et à sa réputation, c'est le remettre en fonction, qu'il travaille. Parce qu'il semble, ce sont les investigations d'Impact News, qu'il y a même certaines autorités au niveau de la police qui entretiendraient certaines organisations non gouvernementales des droits de l'homme pour davantage salir John Numbi de manière à ce qu'il soit dans cet état-là. Et pendant ce moment, ils sont en train de jouir. Et pendant cet instant, non seulement qu'il y a que John Numbi contracte, même ses propres frères. Vous avez entendu l'autre fois, Mouilamboué parle de son conseiller, qui est un jeune homme que l'on connaît dans la ville. Et donc, mais maintenant, l'honneur ne s'arrête plus au niveau de John Numbi, mais ça s'allonge même sur sa famille. Mais alors, pourquoi ce silence? C'est le silence suspicieux du gouvernement congolais. C'est le refus du gouvernement congolais de le rétablir dans ses fonctions qui est problématique. La justice n'a pas de problème parce qu'il est impossible qu'au niveau du tribunal, peut-être parce que quand on parle de la haute cour, tout ça, ça complique un peu. Qu'un tribunal, parce que le tribunal attend que le ministère public apporte, lui présente les prévenus et les témoins. Oui. Alors, c'est le ministère public qui a présenté à la cour, au tribunal, voici celui-ci, M. Serge, il est renseignant, M. Diana, il est prévenu. Alors, la cour ne peut que siéger sur base du rapport lui fait par... Et les avocats le savent bien. En effet, en effet, c'est pour cela qu'il y a le tour de table, attendez votre tour. Oui. En effet, c'est à ce niveau-là. Mais lorsque la Cour n'a fait que son travail, ce que nous attendons aujourd'hui est que le chef de l'État, je crois que c'est à lui que revient
la décision de rétablir John Numbi dans ses fonctions, qu'il soit rétabli dans ses fonctions, comme ça, il est aussi lavé et il peut aussi se promener comme toute personne, parce que pendant ce temps, son honneur et sa famille, c'est un peu blessant là. Très bien, alors bienvenue, vous aviez une réaction par rapport à cela. Alors, quelle est votre appréciation de cette décision de la Haute Cour et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette question? Deux petites réactions avant de répondre à votre question. C'est par rapport à la tournée du Premier ministre. Le Premier ministre a désavoué la CIRGEL en disant que la solution au niveau de la région était hypothétique. Donc le Premier ministre nous a proposé une solution de renforcement de la MONUSCO. J'ai dit non, monsieur le Premier ministre. Il ne faut pas parler du renforcement de la MONUSCO. Allez demander à nos amis comment ils peuvent nous aider à renforcer notre FRDC. Donc ça, c'est la première mise au point. La deuxième mise au point, le tribunal. Non, le tribunal n'est pas esclave du parquet. Non, le tribunal est indépendant. Et le tribunal instruit à charge et à décharge. Le tribunal ne suit pas aveuglement le ministère public. Donc, si le tribunal estime, et là, j'estime que il y a quelque part une absence de volonté de s'assumer. Hein, quand le tribunal dit que bon, il appartient au parquet de faire de Numbi prévenu. Non, le tribunal qui a instruit à charge et à décharge aurait dû se dire bon, je me suis fait une religion, John Numbi n'est pas coupable et ne peut même pas être au box des accusés. Mais les amis ont tout dit. Les amis, c'est comme si on s'était concerté. Si John Numbi n'est pas prévenu, en tout cas, dans les instants qui suivent, en tout cas, moi, j'attends. Hein, ce sera avec une joie immense que je reverrai le général Numbi reprendre ses fonctions à la police nationale. Parce que je l'ai dit la fois passée, je suis convaincu, maintenant, mon intime conviction est que John Numbi serait innocent. Je suis pour le moment là très convaincu qu'il est innocent. Il faut qu'il retrouve son poste afin que nous puissions également voir clair dans tout ce qui se passe dans cette police nationale. Parce que John Numbi, effectivement, la Simbi qui touche. Et la justice nous a dit, si John Numbi touche, mais Moutouba Simbi touche. Qu'est-ce qu'on fait? On le réhabilite dans ses droits, on le réhabilite dans ses fonctions. Merci, bienvenue. Alors, allez-y, parce qu'il y a du cœur d'impatience. Il y a ce procès, la justice joue sa crédibilité, et la justice joue même la crédibilité de tout un pays, de la République démocratique du Congo. Le procès Tchebeya, le prendre à la légère, c'est comme s'il y a des gens qui ont des calculs qu'aujourd'hui, si ce procès se termine et que John Numbi ne passe même pas devant un juge et qu'à la Cour pénale internationale ou une instance internationale va siéger, on va encore les rattraper pour qu'ils puissent... Aujourd'hui, Bemba est à la haine. Il y avait un non-lieu prononcé à Bangui, mais on n'a même pas tenu compte de ces non-lieux prononcés. C'est le cas avec John Numbi. Moi, j'estime, je lance là un appel pressant au général pour qui le pays a beaucoup fait, qu'il rende un peu l'appareil au pays, qu'il vienne comparaître en comparant libre. Comparaison volontaire. Comparaison volontaire, il dit non, inscrivez-moi, moi je veux que mon honneur soit, que cette affaire, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Maintenant que je suis innocent, que un jugement puisse établir mon innocence en bonne et due forme. Merci. Alors, il se protégerait. Alors, votre réaction par rapport à cette question de ce procès Tchebeya, je l'avais dit en ouverture, a fait couler beaucoup d'encre de salive. Et d'ailleurs, du côté des organisations ou des activistes de défense des droits de l'homme, c'est la levée des boucliers depuis un certain moment. En tout cas, on jure sur ça. Et Hollande en a fait presque son affaire personnelle lorsqu'il est venu ici. À voir la manière dont l'affaire est traitée, c'est comme si on ne prenait pas au sérieux cette question. Oui, tout à fait. Mais je commencerai par faire quelques petites mises au point pour dire que le ministre des Médias ne s'attaque pas à RFI. Oui. Le ministre des Médias s'attaque à ce que dit RFI, au contenu du message du RFI. Ce contenu-là est dangereux pour la République démocratique du Congo. En tant que porte-parole du gouvernement, il est le bouclier du gouvernement et donc de la République démocratique du Congo, il doit y répondre. Ne pas y répondre, ça serait dire qu'il ne dit mot consent. On ne peut pas consentir à des histoires que nous, en tant que professeurs, nous venons de le dire, nous démontrons que c'est du mensonge boutiqué pour nuire à la République démocratique du Congo. Donc le ministre des Médias a l'obligation, c'est une obligation pour nous Congolais, il a l'obligation de dire qu'est-ce que RFI dit, c'est vrai ou c'est faux, et de le démontrer, et il le démontre jusque-là. Donc, pour dire que
ceux qui y ont suspendu Numbi se taisent. C'est bien, je suis bien aise que les amis fassent maintenant ce plaidoyer que Numbi reprenne ses fonctions. Je pense que ça doit aller de soi. Mais nous devons savoir que jusque-là, l'arrêt n'a été rendu qu'il y a quelques jours. Mardi. Ça ne fait même pas encore une semaine. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a silence. Il n'y a pas eu déjà. Bon, mais écoutez, il y avait un jugement rendu. Suivant la procédure, la justice fonctionne à sa manière. Quand on va en appel, vous ne pouvez pas dire que tout est terminé. On était allé à l'appel, donc le jugement qui était rendu là était pratiquement suspensif. Oui. Donc il fallait attendre maintenant qu'un appel qu'on prononce. Si on doit plaider pour que le général reprenne ses fonctions, c'est maintenant. Puisque après cet arrêt-là... Mais alors, est-ce que moralement, ce sera acceptable? Moralement, c'est acceptable. Nous devons nous habituer à ça. Que quelqu'un qui a été, noirci inutilement et qu'il récupère ses fonctions. Je pense que c'est moralement. Nous ne devons pas être dans une république où nous devons nous réjouir des malheurs des gens parce que, au nom de la morale, ce n'est pas de la morale tout simplement. C'est pour dire qu'il n'y a donc pas de silence. Et donc, pour arriver à... D'abord, je prends que... justement, le mot refuser, la justice ne refuse pas. La justice dit le droit. Et dit le droit parce que c'est au niveau de première instance que l'on avait présenté Numbi. En première instance, Numbi ne pouvait pas comparaître parce que, vu son rang, ne pouvait pas... Mais on l'a quand même appelé comme renseignant. Et la partie civile a commencé à demander à ce que le jugement, donc en première instance, ait eu lieu au niveau de la haute cour afin que la haute cour soit en mesure de juger Numbi. Donc, la partie civile est un peu de mauvaise foi parce qu'elle n'a pas obtenu cela, que le général soit jugé en première instance par la haute cour. Bon, elle récupère le fait que le jugement est allé en appel comme si Numbi était déjà jugé. On avait déjà accepté de le juger à la haute cour et qu'il doit être condamné. Moi, je pense que ça, c'est tromper l'opinion. Et c'est pourquoi je constate que lorsqu'on est dans ce jugement, il n'y a pas les gens, il y a des juristes partout là. Mais on est en train de faire une agitation politicienne. Et c'est justement, c'est pourquoi nous en arrivons jusqu'à cette affaire de Milamboué. L'affaire de Milamboué, nous sommes professionnels des médias, nous le disons. Milamboué là, dont le témoignage doit être crédible. Et parce que jusque-là, quand on dit quel est l'élément nouveau qu'on a apporté pour que Numbi soit jugé par la haute cour, on dit il y a de nouveaux éléments, il y a le Milamboué. Mais Milamboué n'a rien apporté. À moins que Milamboué, même s'il faut témoigner à distance, mais qu'on voit son visage, pourquoi on le couvre? Alors, pourquoi on le couvre? Merci, je crois que c'est... Et Serge l'a démontré ici en disant qu'il bégayait à la maison. Il a bégayé justement en le disant. Donc on peut montrer que vous ne pouvez pas être bègue et refuser pendant 10 minutes. Elle n'est pas bienvenue, je viens vers vous. Cette question à poser, je ne cesse de le répéter. La communauté internationale, notamment beaucoup de pays, ont fait de cette question de Pierre de l'assassinat de Floribert Chebeya quelque chose de très exigeant pour la République démocratique du Congo, au point qu'il y a même, comme disait le ministre Mende, le gouvernement est presque condamné à donner une bonne solution. Même, je ne sais pas si on va accepter cette solution-là que les juges donnent aujourd'hui. Alors, nous allons maintenant passer à ce troisième point que j'avais inscrit, bienvenue, c'est l'affaire de l'opposition. Pendant que la République doit se préparer à une certaine alternance, parce que ceux qui sont au pouvoir dirigent, il y a l'opposition à côté, mais apparemment l'opposition politique se jette d'abord. Hier, c'était une question de porte-parole de l'opposition, aujourd'hui on ne sait pas comment elle a fini. Aujourd'hui, c'est un groupe, hein, je peux dire, tout ce parti-là qui soutenait hier Etienne Tshisekedi regroupé dans les forces acquises au changement. Aujourd'hui, on voit les députés Fayoulou et Lissanga Bonganga qui se tirent à boulet rouge. Qu'est-ce qu'on peut encore retenir de cette opposition politique? Chasser le naturel, il revient au galop. Ça, c'est le naturel de cette opposition opportuniste. Hein? Il y a une opposition et puis il y a une opposition. Hein? Les gens que vous citez là, bon, ils n'ont de crédit que par rapport aux gens qui veulent bien leur prêter oreille. Moi, je ne vois pas la solution, l'alternance s'opérer avec les opérateurs qui sont dans la plateforme qui est en train de se fissurer. Hein, je suis d'avis que
c'est une distraction, ce type d'opposition qui n'apporte rien au pays. Cette opposition-là, ça ne vaut pas la peine, Charlie, d'en parler. Sincèrement, je ne vois pas comment je peux analyser une situation avec ces regroupements qui ne représentent pas grand-chose et qui a une démarche incohérente. Comment je veux analyser... Mais ils ont quand même soutenu le président de l'UDPS. Hein, j'ai dit que c'était des opportunistes. Ils l'ont soutenu à cette époque-là par opportunisme. Mais évidemment, Tshisekedi, j'ai dit, c'est une certaine naïveté. Il les a acceptés, ben, les résultats sont là. Hein, le naturel est revenu, le bal de chauve s'est achevé, les cheveux ont poussé. Donc c'est ça la réalité. Je voulais juste placer un mot par rapport à Milan Mboué. Hein, parce que la distraction, moi, je n'en aime pas, je n'aime pas trop traîner sur les distractions. L'affaire Milan Mboué, je suis d'avis que le gouvernement doit des fois réagir du tic au tac. Et ce que fait le ministre Mende parfois, c'est bon. Mais il faut bien le faire. Il ne faut pas verser dans... Si la RFI est en train de manipuler, vous aussi vous mettez à manipuler. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, il faut faire les choses de manière professionnelle. La famille de Milan Mboué qu'on nous a présentée. Nous sommes africains, nous sommes bantous en plus. Une famille qui demande à ce que nous voulons que notre frère soit vu, notre frère condamné à mort, soit retrouvé et qu'il vienne répondre de ses actes devant la justice. Alors qu'il est condamné à mort. Comme Africain, hein, comme Bantou, non. Non, ces choses-là, il ne faut même pas les passer à la télé. Merci bien. Alors, par rapport aussi à RFI, nous devons arrêter aussi de pleurnicher. Quand nous avons rendu la presse locale, notre presse ici, la RTNC, nous l'avons paupérisé. On l'a rendu misérable. Mais à qui la faute? Mais RFI qui fait la politique de la France, qui applique la politique de la France, RFI dépend du ministère français des Affaires étrangères. Peut-être ça, on ne le sait pas. C'est une direction, une entité dépendante du ministère français du Quai d'Orsay. Ils appliquent la politique du gouvernement français. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? Nous aussi, nous devons avoir nos instruments qui puissent nous aider à réagir de la même manière. Très bien, alors je dois préciser que RFI n'est pas que mauvais, hein, parce que le Premier ministre Matata Mponyo, lorsqu'il était en Europe, il est quand même il est passé par Boisbouvier, et puis France 24 aussi, pour donner la vision aussi du Congo, là, hein, pour rectifier. Le lynchage médiatique qu'on est en train de faire aujourd'hui contre le régime de Kinshasa, bon, ce n'est pas contre le pays, mais c'est contre le régime. Mais en le faisant contre le régime de Kinshasa, on est quelque part en train de fragiliser l'État congolais, les institutions congolaises. C'est inacceptable. Ces lynchages-là, est-ce qu'on peut le faire ailleurs? Merci. Alors, on peut le faire contre le Rwanda, par exemple. Alors, Serge, on va finir avec l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez de cette opposition avec toute cette agitation? Tshisekedi est presque resté avec l'UDPS. Tous les autres là sont partis. Aujourd'hui, le groupe Force Acquise au Changement est divisé, je ne sais pas en combien de blocs. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de cette opposition? Rapidement, Charlie, une mise au point également avant d'aborder cette question. Rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps. J'aimerais rassurer l'éditeur Diana qui est sur ces plateaux que j'ai un point de vue sur cette radio RFI. Parce que vous allez vous rappeler, pendant la transition 1+4, vous avez vu comment RFI a dit ici que les militaires de Bemba avaient mangé des pygmées à Mombasa. Et quelques mois plus tard, on a vu ces mêmes pygmées réapparaître et présenter au Grand Hôtel Kinshasa. Donc, je conclue en disant que tout ce que RFI dit, c'est vrai. Il n'y a pas que des choses vraies. Mais là aussi, il ne faudrait pas que l'on tombe dans ces jeux-là. Si RFI manipule, vous aussi, vous manipulez. Maintenant, je parle de l'opposition. Je suis très mal placé pour parler des jeunes gens là qui se réclament... Pas des jeunes gens, c'est des messieurs. Il y a des députés dedans. Charlie, écoutez. L'air est grave, s'il vous plaît. L'air est grave. Il y a des compatriotes qui meurent à l'est du pays. Il y a des mamans qui ne savent plus aller faire les champs. Il y a des enfants qui ne savent plus aller à l'école. Et les opposants sont là pour se réclamer l'appartenance à une plateforme. Tout simplement parce que ce groupe a vu Hollande et notre ne l'a pas vu. Est-ce que vous pensez vraiment que en cette classe politique, le peuple peut espérer? Quand ça tire à l'est, les gens meurent.
Le Rwanda accède comme membre non permanent. Vous là, vous cherchez, moi je suis modérateur de la plateforme. Tout ça là, c'est parce que vous irez chez Kamere, vous donnez un petit rien. Celui-là veut soutenir Badi Banga et vous ne voulez pas vous mettre ensemble. Je suis très mal placé pour parler des jeunes gens. En tout cas, Charlie, je ne vais pas consommer mes minutes pour parler de ces conglomérats d'aventuriers. Mais simplement, j'allais placer un mot, Charlie, si vous le permettez. J'ai appris que la justice venait aussi de blanchir M. Jacques Chabani et il n'est pas concerné dans des dossiers de détournement, de malversation. Moi maintenant aussi j'attends la démocratie au sein de l'IDPS. L'IDPS qui se réclame partie de la démocratie, de bonne gouvernance. Nous aimerions que le secrétaire général Jacques Chabani puisse aussi être réhabilité comme nous le faisons pour le général John Numbi. Il doit prendre ses fonctions. Et Bissegnimana doit regagner en seconde position. Merci. Alors, nous allons avec vous. On va finir avec vous cette question. Quel regard vous portez sur cette opposition que nous avons? Alors que les choses avancent, mais aujourd'hui, comme à une certaine époque, là, après la conférence nationale souveraine, les gens se discréditent, s'injurient, et ainsi de suite. Alors, est-ce que c'est avec une telle opposition qu'on peut vraiment espérer une alternance demain? Très chers confrères, les amis l'ont déjà dit, nous avons dans ce pays un problème de la hauteur dans le chef des dirigeants politiques. Nous n'avons pas de gens, nous n'avons pas encore atteint le niveau des serviteurs du peuple. Et peut-être certains serviteurs du peuple, on peut le recruter parmi nous, les hommes de médias, qui avons choisi ce métier, pas pour nous enrichir, mais pour apporter l'information à la population, tel que nous sommes en train de le faire. Ça, c'est gratuit. Et nous ne réclamons rien, comme Diana. Les cheveux ont blanchi, juste dans ce métier ici. Donc, peut-être parmi nous, on peut recruter quelques serviteurs du peuple. On n'en a pas encore. Et mon confrère de l'autre côté a dit qu'il s'agit d'une position et pas de l'opposition. Je me rappelle, par exemple, en ce qui concerne combien de gens ont traversé le camp. C'est vous dire que même la notion de gauche, de droite dans notre pays, il n'y en a pas. La notion de centre, il n'y en a pas. Bon, les gens sont des opportunistes. Là où ça peut lui apporter quelque chose pour son ventre, alors il saute. Donc ce n'est pas un problème que quelqu'un est dans l'opposition, quelqu'un est dans le pouvoir. Donc, il suffit que la personne ne se retrouve pas. Pour celui qui est dans le pouvoir, il saute directement, il devient opposant. Et de même, celui qui est dans l'opposition, qui retrouve quelque chose de l'autre côté, il saute. C'est comme par exemple à l'Assemblée provinciale du Kassai occidental, où celui qui avait été voté président de l'Assemblée provinciale, M. Omer Njimbu, c'était quelqu'un de l'opposition. Alors il se retrouve devant les enjeux. Donc la ligne de démarcation n'est pas facilement identifiable pour savoir que tel est de l'opposition, tel est de la majorité. Le problème ici, c'est qu'on se retrouve, qu'on ait quoi, que ce soit dans le ventre, le confrère a dit qu'on ait quelque chose de Kamere ou de Tshisekedi, voilà, on se retrouve. Et ils se sont regroupés tous autour de Tshisekedi parce que Tshisekedi, c'était un fonds de commerce. Vous avez vu, avant les élections, il y avait les stylos. Oui, il y avait les stylos, Tshisekedi, il y avait... Donc, Tshisekedi, c'est devenu un fonds de commerce. Quelqu'un qui veut monter sa cabane, il met le nom de Tshisekedi pour être protégé, pour être sécurisé. Donc, il devenait un peu un parapluie pour se faire... Et ils se sont fait voter d'une manière malicieuse avec le nom de Tshisekedi. Donc, c'est justement ça. Mais avoir une classe politique des serviteurs du peuple, nous devions encore, vous et nous battre pour merci beaucoup. Cultiver alors, notre population. On finit avec vous, gardien du temple. Qu'est-ce que vous pensez de cette opposition? Est-ce que l'opposition devrait apporter quand même des critiques positives? Lorsqu'on voit, on a vu une motion ficelée par vous aviez déjà analysé ça la semaine passée, quelques députés de la majorité ont suivi, mais au regard de tout ce qu'on fait là, par ceux qui sont au palais du peuple, qui essaient un peu de jouer un petit cinéma là-bas, mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une telle opposition dans notre pays, ou alors c'est vraiment un problème général de notre classe politique, comme le dit notre confrère? Non, mais je l'ai plus d'une fois dit que cette opposition-là, c'est une opposition de ramassage et de la cueillette. C'est une opposition qui n'est rien, qui ne produit rien, mais qui se vide, c'est qui se tombe là. C'est une opposition de ramassage. Okay. Mais j'ai dit que dans tout cela, l'UDPS a une très grande responsabilité. Je vous dis, je vais vous le démontrer. Vous vous souvenez, en 1990, Mobutu est voué aux gémonies par le peuple. Beaucoup de gens qui étaient autour de Mobutu, ils estiment que c'est le moment était venu de quitter Mobutu. Ils viennent auprès de Tshisekedi leur a ouvert son parapluie
pour que la pluie du peuple ne tombe pas dessus. Il leur a ouvert le parapluie. Et quelques temps après, qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont mangé. Toute la transition aura été dure pour lui jusqu'à Sun City. Donc il n'a plus su récupérer le poste de Premier ministre qu'on lui a donné à la conférence nationale. Il a perdu, il n'a pas pu. Lorsqu'on va aux consultations du palais du peuple, il a subi. On va à Sun City, les gens refusent, nous n'avons plus besoin de chef de file. Chaque chef de délégation lui-même traite avec Massir. Et voilà, on arrive pendant les élections de 2011, on pensait qu'il avait tiré la leçon. Non, il n'a pas tiré la leçon. Le voilà, il ouvre son parapluie à Lisanga. Vous voyez la conférence nationale comment Lisanga a injurié Tshisekedi. Vous voyez Diom Mindonga, les ultra-moboutistes, comment ils ont injurié Tshisekedi pendant la conférence nationale. Pendant la transition. Même pendant la transition. Et non, il ouvre son parapluie, que non, ce sont devenus... Et moi, je les appelle les enfants adoptifs de l'UDPS. Tous ces enfants adoptifs-là, ce sont eux qui parlaient plus pour être vus. Dans les manifestations, ils étaient devant le micro, les caméras pour être élus. Ils ont été élus, ils ont quitté le camp. Il est resté seul. Maintenant, l'UDPS ne va que de déboire en déboire, ne tire pas des leçons. Mais je voudrais maintenant, la dernière leçon qu'on peut tirer, les confrères l'ont dit ici, que l'UDPS doit savoir que lorsqu'on accuse quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on veut sa mort. Ils ont accusé Jacques Sabani. Voilà un parti politique qui a battu sa campagne sur le thème de l'état de droit. L'état de droit doit commencer dans de petites choses. Ils ont traduit Jacques Sabani en justice. La justice vient de le laver. Moi, j'attends à ce que, non seulement publiquement, tous ceux qui sont passés pour le vouer aux gémonies passent publiquement pour le laver, mais aussi qu'il récupère son poste, mais aussi que qu'ils comprennent que Jacques Sabani se réserve le droit de leur porter plainte. Parce qu'en fait, il a subi un préjudice grave. Dire à quelqu'un qu'il a détourné dans un parti politique où on dit que l'argent n'existe pas, on ne donne pas le coupage aux journalistes, on dit qu'il n'y a pas d'argent, on dit qu'il y a eu 300 000 de volés par quelqu'un. Donc tout le monde sentait qu'il y a la cabale quelque part, les chiffres qui ont été présentés, on voit comment on a pu manipuler les... Mais voilà que la réputation d'un jeune homme a été, sa carrière politique allait même être compromise. Mais voilà, maintenant je pense que l'UDPS va aller jusqu'au bout de sa logique d'un parti politique qui se bat pour l'état des droits. Et l'état des droits commence par des petites choses. Et l'affaire Jacques Sabani, au sein même de l'UDPS, n'est pas une petite chose. Je pense que c'est là, nous sommes en train d'attendre de plus près pour voir que effectivement c'est un parti politique qui se bat pour l'état des droits. Merci beaucoup à vous tous qui avez analysé cette émission avec moi. Je vous dis merci. J'ai dit merci à ceux qui l'ont suivi. Nous avons toujours dit une chose dans cette émission. Le souhait du peuple congolais, le souhait de cette émission, c'est de voir les choses changer. Parce que quand il y aura les développements, le peuple sera dans la joie. Les indices comme ce que Doing Business vient de publier, où nous sommes presque... On a perdu deux positions. Avant-dernier, ça ne nous arrange pas, mais si nous avons une gouvernance responsable, si tous ces efforts que le gouvernement est en train d'entreprendre vont dans le sens de consolider tous ces acquis, moi je pense que le peuple congolais pourra demain retrouver les sourires et ce sera pour le bien de nous tous. Cette émission est terminée. Merci une fois de plus à vous tous. Le prochain numéro, c'est pour la semaine prochaine, mais dans l'entretemps, vous allez suivre cette émission sur www.lepotentielonline.com et en rediffusion également sur Radio 7. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Les versions se sont croisées aujourd'hui. Non, mais... L'état de la légalité. Je suis venu avec la décision de vous rallier. Mais si, j'ai là.